Titre proposé, et si quelqu'un vous regardait sans que vous ne le sachiez, pas avec les yeux d'un voyeur, mais avec ceux d'un miroir, et si ce regard savait voir ce que même vous, vous n'osez plus affronter. Cette histoire n'est pas une romance, c'est une tension, un glissement, une invitation à se perdre, ou à se retrouver dans le regard de l'autre. Vous pensez être prêt? Alors écoutez bien. Chapitre 1. C'était un été qui semblait flotter hors du temps, suspendu dans une chaleur moite et silencieuse. La lumière tombait en nappe dorée sur les rues étroites de Montreuil, caressant les pierres anciennes et les persiennes entr'ouvertes. Dans cet écrin discret, à la frontière trouble entre le Paris effervescent et les premiers replis de la province, une maison, grande mais fatiguée, se tenait comme une promesse oubliée. C'est là qu'Anna arriva, valise à la main, solitude en bandoulière. Elle avait accepté l'invitation de son ami Laure pour un mois d'isolement volontaire, de prétendue écriture, mais surtout de fuite, de ce que, elle-même, n'aurait su dire. Un vide, peut-être, une lassitude collante, une fin de relation qu'elle n'avait pas voulu reconnaître, qui n'avait pas crié sa mort mais s'était dissipée comme une vapeur. La maison appartenait à un oncle de Laure, un collectionneur d'art discret, parti pour l'Asie sans date de retour. L'endroit sentait la cire ancienne, le cuir et un passé qui n'avait pas tout à fait renoncé. Dès qu'elle y entra, Anna ressentit une chose étrange, le sentiment d'être regardée. Pas par une présence réelle, non, mais par les objets eux-mêmes. Les tableaux suspendus dans l'ombre, les livres laissés ouverts, les miroirs antiques aux reflets trop profonds. C'est au deuxième soir qu'elle le vit pour la première fois. À travers la fenêtre de la cuisine, un homme dans le jardin voisin. Il ne regardait pas vers elle. Ou alors si, justement, il semblait regarder sans regarder. Un geste anodin, peut-être. Mais chez lui, ce geste avait une lenteur étudiée, presque théâtrale. Il fumait une cigarette, dos nu, les bras solides, la nuque tendue, et ce quelque chose d'indéfinissable qu'elle sentit avant même de le comprendre, une tension, comme s'il portait une charge qu'aucun muscle n'aurait pu alléger. Le lendemain, elle le vit à nouveau, plus près cette fois entre les haies, puis sur le trottoir. Jamais un mot, jamais un signe. Seulement ses regards presque absents, mais qui semblaient savoir trop. Anna ne savait rien de lui, pas même son nom. Et c'était peut-être cela, justement, qui la capturait. Dans les jours qui suivirent, le visage de l'homme devint un motif. Dans son esprit, comme une mélodie qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Son écriture, qu'elle avait pourtant promis de reprendre, resta bloquée. Au lieu de cela, elle se mit à marcher, longuement, dans le quartier, à des heures inhabituelles, parfois tôt, très tôt, juste pour sentir le silence du matin, parfois tard, jusqu'à sentir ses jambes devenir dures, mécaniques. Un soir, elle revint plus tard que prévu. Laure n'était pas rentrée. Anna monta directement dans la chambre d'amis. Et là, sur la table basse, une enveloppe, sans nom. Elle hésita. Elle aurait juré qu'elle n'y était pas plus tôt. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie, noir et blanc, floue, mais reconnaissable, la maison, vue de l'extérieur, et à une des fenêtres du premier étage. Elle, immobile, en train de lire, sans doute. Elle sentit un frisson, pas de menace, mais une certitude, quelqu'un observait. Cette nuit-là, elle dormit mal. Pas à cause de la peur, non. À cause d'un éveil nouveau, d'un battement souterrain, diffus mais profond, comme si son corps répondait à un appel sans mots. Elle se leva vers 3 heures, descendit pieds nus. La maison semblait respirer à sa façon. Quand elle passa près de la porte d'entrée, elle hésita, et sans savoir pourquoi, l'ouvrit. Le jardin baignait dans une lumière pâle. Et là, au-delà de la grille, il était là, l'homme, immobile, comme s'il attendait. Chapitre 2. Leurs regards s'étaient croisés une seconde, peut-être moins. Pourtant, tout semblait s'être arrêté. Pas de geste, pas de mots. Juste une présence, dense, presque palpable. Anna resta sur le seuil, les bras serrés autour d'elle-même. Pas par pudeur, mais pour se contenir, comme si son corps pouvait s'échapper. L'homme ne bougea pas. Il se tenait là au bord de l'ombre, une silhouette au contour découpé dans le silence. Elle le détailla pour la première fois, les traits marqués, la mâchoire carrée, la bouche légèrement entr'ouverte, et surtout les yeux, foncés mais pas froids, plutôt attentifs.
troublant, comme s'il voyait au-delà de ce qu'elle montrait. Il recula d'un pas, puis un autre, et disparut derrière le mur de l'allée, sans un mot, sans un bruit. Anna referma la porte doucement, pas par peur, par prudence, par lenteur volontaire. Elle resta un long moment dans le couloir, à écouter son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'y avait pas de peur, juste une certitude obscure, il reviendrait. Ou peut-être pas lui, peut-être ce que sa présence déclenchait en elle. Le lendemain matin, elle n'en parla pas alors. À quoi bon? Il n'y avait rien à dire. Et pourtant, tout en elle était encore habité par cette scène muette. Elle passa la journée dans une sorte de flottement, lointaine, désorientée. Le moindre reflet dans une vitre, le bruit d'un pas sur les graviers, tout lui semblait chargé de sens. Vers 10 septembre, elle sortit acheter du pain. Le petit marché de la rue des Vignes était presque désert. Elle aimait cet endroit. Les commerçants n'étaient pas curieux, pas bavards. Le genre de quartier où l'on pouvait vivre dans l'ombre sans être sale. Sur le chemin du retour, elle croisa une femme âgée qui lui sourit sans raison apparente. Ce sourire, presque complice, la frappa. Elle se retourna une fois passée. La femme était déjà loin. Pourquoi ce geste l'avait-il troublée autant? Peut-être parce que tout, désormais, semblait traversé de signes. Le soir venu, Laure rentra avec 2 bouteilles de vin rouge et des olives, comme si rien n'avait changé. Elles s'installèrent sur la terrasse arrière et parlèrent un peu, vaguement, de livres, de souvenirs d'université, de ce qui ne s'était pas passé depuis des années. Anna faisait semblant d'écouter. Une part d'elle restait suspendue à ce qui n'était pas là, ou qui allait arriver. Quand Laure alla se coucher, Anna resta dehors. La nuit était douce, l'air chargé d'un parfum de lavande et de bois. Humide. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle le vit. Encore lui. Sur le trottoir, presque au même endroit que la nuit précédente. Cette fois, il la regardait vraiment. Fixement. Elle ne détourna pas les yeux. Il leva la main. Un simple geste. Pas un salut, mais une reconnaissance. Elle se leva lentement, descendit les 2 marches du perron, avança jusqu'à la grille. Il ne bougea pas. Elle aurait pu ouvrir, sortir, mais elle resta là, de l'autre côté. Il murmura quelque chose. Elle ne l'entendit pas, mais elle le sentit. Puis, sans rien ajouter, il fit demi-tour et s'éloigna. Cette nuit-là, elle rêva. Elle ne se souvenait pas des détails au réveil, seulement d'une sensation de chaleur, de tension, de vertige. Elle se sentait éveillée même dans le sommeil, et plus seule du tout. Au matin, elle décida de le chercher, pas directement, mais en marchant encore. Elle passa devant toutes les maisons voisines, cherchant un signe, une boîte aux lettres, un indice, mais rien, comme s'il n'habitait pas ici, comme s'il ne devait apparaître qu'à la tombée du jour. Quand elle revint, elle trouva une nouvelle enveloppe, identique à la précédente, sur la table du salon, cette fois. À l'intérieur, une autre photo. Elle, encore, cette fois, sur la terrasse. Un livre à la main, les jambes croisées. Le soleil sur sa peau. Le frisson fut différent. Pas de peur, plutôt une forme trouble de curiosité, de désir. Qui regardait-elle dans cette photo? Elle-même? Ou celui qui la prenait? Post-cordien le mur, la maison était silencieuse, mais vivante. Un silence épais, palpable, comme après une longue confession. Pas un silence vide, un silence habité, qui semblait retenir encore les échos d'un souffle, d'un nom. Chuchoté, d'un battement de cœur arrêté trop brusquement. Depuis des mois, personne n'avait franchi le seuil. Du moins officiellement. La porte d'entrée restait fermée. Les volets du premier étage, entr'ouverts. Une lampe restait parfois allumée jusqu'au matin, mais aucun mouvement, aucun visage derrière les vitres. Seuls les voisins les plus attentifs remarquaient ces détails et se taisaient. Dans la grande pièce blanche, celle où jadis les murs entiers étaient couverts de photographies d'Anna, il n'en restait plus qu'une seule. Accrochée au centre exact du mur nord, encadrée sobrement. Ni titre, ni signature, juste une image. Anna y figurait de dos. Nu ou presque. Son corps, flou, noyé dans une lumière crayeuse, avançait vers une porte entr'ouverte, au fond d'un couloir qu'on devinait. Son visage était abs, mais tout dans sa posture parlait, un abandon, une tension, une offrande. Ce n'était pas une image érotique.
C'était quelque chose d'autre, de plus dévastateur. L'instant où quelqu'un cesse de jouer un rôle, où il devient totalement visible, même dans son silence. Sur le bord intérieur du cadre, gravé à la main non visible au premier coup d'œil une phrase fine, gravée comme un murmure, ce n'est pas toi que je cherche. C'est ce que je deviens quand je te regarde. Personne ne savait quand cette photo avait été accrochée, ni qui l'avait fixée là. Certains affirmaient que la maison avait été vidée. D'autres disaient qu'elle appartenait encore à un certain homme discret, qui venait la nuit, seul, sans bruit. Aucune certitude, seulement des impressions. Et puis, un jour, une femme inconnue entra. Pas Anna, plus jeune, les traits durs, le regard vif. Elle resta longtemps devant la photo, sans la toucher. Elle s'assit sur le sol, ferma les yeux, et, lentement, pleura. Pas une plainte, pas un effondrement, une douleur droite, une douleur qui savait exactement ce qu'elle faisait là. Quand elle repartit, elle laissa une enveloppe au pied du mur. Elle contenait un cliché, on n'en vit jamais le contenu. Mais dès le lendemain, une seconde photo apparut sur le mur. À gauche de la première, un fauteuil vide, le fauteuil d'Elia. Sur l'assise, un appareil photo argentique. Et un mot écrit à l'encre bleue sur un coin de papier jauni, tu peux commencer à regarder. Le lendemain matin, une jeune étudiante en photographie passa devant la maison. La porte était entr'ouverte. Elle hésita, poussa doucement. La charnière gronda comme si elle n'avait pas bougé depuis des siècles. Mais rien ne résista. Elle entra. Dans la grande pièce, les murs blancs accueillaient désormais une nouvelle série d'images. Aucun visage connu. Pas d'Anna. Pas d'Elia. Dames anonymes. Dames gestes. Dames corps ordinaire saisis dans une lumière extraordinairement tendre. Dames regards que personne ne regarde. Dames instants volés au vide. Sur une table basse, un carnet noir. Elle l'ouvrit. À la première page, une phrase que l'on garde, ce ne sont pas les visages. Ce sont les silences entre deux battements. Elle lut chaque page. Lentement. C'était un mélange de notes, de fragments, de phrases inachevées, de pensées intimes, griffonnées sans souci de style. Tout parlait d'absence, mais pas de solitude. D'un regard. Elle resta toute la journée. Dans la maison. À la tombée du jour, elle repartit avec une seule photo dans la poche arrière de son Jean, celle d'Anna, assise près d'une fenêtre, les yeux fermés. Un rayon de lumière sur ses cils. Elle ne connaissait ni Anna ni Elia, mais elle savait qu'on l'avait changée. Et dans la rue, au loin comme un écho venu d'un autre été, une voix d'enfant chantait à mi-voix, elle était là. Elle est partie. Il était là. Il est resté. Puis le vent souffla fort. La porte se referma lentement, dans un grincement doux, et la maison reprit son souffle. Poste CR-2 La lettre non ouverte faisait gris ce matin-là. Un ciel bas, sans menace mais sans promesse non plus. L'air avait une odeur d'humidité retenue, de pierres fraîches. Anna marchait lentement, les épaules couvertes par une veste légère, le col relevé, les mains dans les poches. Son pas n'était ni pressé ni hésitant. Il était suspendu. Dans sa main droite, une enveloppe, froissée sur les bords, légèrement tachée, comme si elle avait été portée longtemps, comme si elle avait traversé plusieurs journées. Avant d'arriver là, entre ses doigts, elle s'arrêta devant une vieille boîte aux lettres en fer forgé, fixée sur un muret usé. Elle la connaissait bien. C'était là qu'Elia avait glissé ses premières lettres, là qu'elle avait déposé les siennes. Leur rituel silencieux, leur code secret. La boîte n'avait pas changé. Un peu plus de rouille, quelques toiles d'araignée, mais elle tenait toujours, comme un témoin patient. Anna resta immobile, puis leva la main, inséra l'enveloppe. La fit glisser doucement. Elle ne claqua pas la fente. Elle la laissa se refermer toute seule. Lentement, elle recula d'un pas, soupira, et murmura, très bas, ce n'est pas pour que tu répondes, c'est pour que quelque chose reste. Puis elle tourna le dos à la boîte et s'éloigna. Mais la caméra, elle, ne bougea pas. Elle resta fixée sur la boîte, sur ce morceau de métal qui, tout à coup, semblait avoir une âme. Le temps passa. Les feuilles mortes s'accumulèrent sur le muret. La pluie tomba un jour entier. Une brume épaisse enveloppa la rue. Mais personne ne vint. La lettre resta là, inchangée, jusqu'à ce qu'un enfant du quartier, en courant après un ballon, s'arrête devant la boîte.
Curieux, il tendit la main, ouvrit la fente, trouva l'enveloppe. Il hésita, regarda autour de lui, puis l'emporta. Coupe, silence, changement de plan. Le même enfant, quelques jours plus tard, dans un grenier. Il ouvre la lettre, ne lit pas, il la regarde, la plie, la range dans une boîte. Aux côtés d'autres objets sans nom, un vieux carnet, une mèche de cheveux, un ticket de train déchiré, un objet parmi d'autres. Mais sur le verso de la lettre, quelques mots tracés d'une écriture nette. Si tu lis ceci, ce n'est pas une erreur. Ce que tu ne comprends pas maintenant te reviendra plus tard. Les histoires qui ne s'écrivent pas restent quand même vivantes. Et toi, lecteur inconnu, tu es peut-être le seul à pouvoir les terminer. Plan noir. On entend le bruit de la boîte qui se referme. Puis une fois, très lointaine, celle d'Anna peut-être, ou peut-être pas, tu n'étais pas ma fin. Tu étais ce qui m'a appris à ne plus chercher une fin. Et le silence reprend, lent, infiniment doux. Post-cordie 3 l'enroche pluie tombait fine, sans violence, mais sans répit. Un murmure continu sur les toits, sur les vitres, sur les souvenirs. Il n'y avait pas de vent, pas de mouvement. Juste cette pluie suspendue, régulière, presque rituelle. Comme un nettoyage silencieux de ce qui ne pouvait être effacé autrement. Anna traversa la rue vide. Ses pas résonnaient sur le pavé mouillé. Elle portait un long manteau noir. Pas de sac, pas de téléphone. Juste une clé, serrée dans sa main gauche. Elle ouvrit la porte. Lentement. La maison d'Elia n'avait pas changé. Tout semblait intact, figé. Les meubles, couverts de drap pâle, semblaient attendre qu'on les réveille. L'odeur du bois ancien, mêlée à celle du temps, l'enveloppa immédiatement. Rien n'était poussiéreux. Juste, arrêté. Elle traversa le couloir, entra dans la pièce principale. Tout était silencieux, jusqu'à ce qu'elle s'approche de l'étagère du fond. Elle savait exactement où chercher. Le troisième tiroir en bas, derrière les carnets, derrière ce qu'elle n'avait jamais osé toucher, un magnétophone, ancien, métallique, une bande déjà en place, et un mot. Johnny, plié contre l'appareil, ce n'est pas pour comprendre. C'est pour recommencer autrement. Elle s'assit par terre, le magnétophone entre les genoux. Elle fixa les boutons quelques secondes, puis appuya sur lecture. Un souffle, léger, puis un silence. Et enfin, une voix, la sienne, pas celle d'Elia, la sienne. Si tu écoutes ceci, alors tu n'as pas fui. J'ai enregistré ma voix non pour me souvenir de moi, mais pour te rappeler ce que j'étais avant toi. Elle sursauta. Elle ne se souvenait pas d'avoir enregistré cela. Sa propre voix lui paraissait étrangère, presque plus jeune. Tu m'as regardé, tu m'as dévoilé, tu m'as détruite. Et je t'ai laissé faire, parce que c'était la seule façon d'apprendre à me reconstruire sans toi. Un grésillement. Puis une autre voix, cette fois clairement celle d'Elia, s'ajouta. Je ne savais pas que tu avais laissé un enregistrement. Alors j'ai fait le mien. Si nos deux voix se croisent ici, c'est que tu es revenu. Et même si je ne suis plus là, alors, quelque chose de nous y est encore. Silence. Puis, à nouveau, le souffle. Long, comme un dernier battement. Et enfin, un mot, dit à deux voix Anna. Le magnétophone s'arrêta tout seul. Anna ne bougea pas. Elle resta là, les yeux fermés. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle écouta encore le silence, comme s'il contenait davantage que les mots. Puis elle se leva, déposa la clé sur la table, sortit de la maison, et laissa la porte entr'ouverte derrière elle. Dans le magnétophone, la bande rembobinait lentement, toute seule, comme si l'histoire cherchait encore un autre départ, un autre regard, une autre voix. Chapitre 12. Les jours suivants ne furent ni simples ni doux. Ce n'était pas un retour triomphal, pas une réconciliation enflammée. C'était un terrain nouveau, inconnu, fragile. Entre eux, tout devait être reconstruit, non sur le mystère, mais sur la vérité. Et la vérité, parfois, brûle plus que le secret. Anna n'avait pas décidé de lui pardonner. Elle avait décidé de rester. Et c'était déjà un acte immense. Ils se virent peu au début. Ils se frôlaient, échangeaient. Peu de mots comme deux funambules sur un fil trop mince. Chaque silence était une décision. Chaque regard, une mise à nu. Un soir, il l'invita à revenir dans la maison des photos. Mais il avait tout décroché.
Les murs étaient vides. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que j'ai passé trop de temps à t'observer, pas assez à t'accompagner. Elle resta debout au centre de la pièce. Et maintenant? Il s'approcha, lentement. Maintenant, j'aimerais t'inviter à écrire avec moi, à créer quelque chose de vrai, pas à voler des instants, à les vivre. Elle le regarda longuement, puis murmura: « Et si je refuse ?» Il sourit sans tristesse. « Alors je garderai le silence, jusqu'à ce que tu reviennes. Ou pas. » Ce fut ce soir-là qu'ils s'aimèrent pour la première fois, pas dans la rapidité ou la conquête, dans la lenteur, la retenue, la lumière tamisée d'un soir d'été tardif. Elle ne se souvenait pas de toutes les sensations, seulement d'une impression persistante. Il la regardait comme si elle était une réponse. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas capturée, elle se sentit offerte. Les jours passèrent, et quelque chose de nouveau naquit entre eux. Une complicité qui n'avait plus besoin de tension pour exister. Ils ne vivaient pas ensemble, mais ils s'écrivaient. De vraies lettres, déposées dans une boîte cachée au pied d'un vieux platane, dans un petit square près de la maison. Elle écrivait souvent tard le soir, sur du papier épais, à l'encre bleue. Il répondait avec une précision presque poétique. Parfois, il ne parlait que d'un geste, d'un détail vu sur elle, d'une phrase qu'elle avait prononcée sans s'en rendre compte. Il s'apprivoisait, mais rien n'était figé. Un jour, elle reçut une lettre différente. Il y parlait de départ. « J'ai besoin de m'éloigner un moment, pas de toi, de moi, pas pour fuir, pour comprendre. Je veux savoir si ce que je ressens quand je suis près de toi vient de moi, ou de la peur que tu partes. Je pars pour 2 semaines. Si, quand je reviens, tu es là, je saurai. » Elle lut la lettre plusieurs fois. Il ne disait pas « je t'aime ». Il ne promettait rien, mais il offrait l'espace et la possibilité d'un choix. Le jour de son départ, il ne passa pas la voir. Il laissa juste, dans la boîte, une photo, une dernière, elle seule, en train d'écrire, le regard intense, présente. Elle la garda près de son lit, et attendit, pas dans l'angoisse, dans la certitude que quelque chose, cette fois, était en train de naître sans besoin de s'arracher. Chapitre 13. Les jours sans Elia furent d'abord un vide, puis un silence, puis quelque chose d'inattendu, une respiration. Anna ne pensait pas qu'elle pourrait vivre cela. Ainsi, elle avait cru que l'absence de son regard serait comme un retour à l'invisible, au vide. Mais ce fut tout l'inverse. Elle commença à réapparaître à elle-même, lentement, comme une image qui se précise. Elle relut ses lettres, les siennes à lui, et quelque chose changea. Elle ne cherchait plus à être regardée, elle voulait être comprise. Et cela passait par elle d'abord. Elle reprit l'écriture de son projet littéraire, ce texte qu'elle avait fui, qu'elle avait repoussé parce qu'il l'obligeait à être honnête. Elle y revint avec une voix plus nue, plus proche. Chaque matin, elle écrivait quelques pages. Puis elle sortait marcher, toujours seule, non plus dans l'attente d'un regard, mais pour habiter son propre corps. La maison de Laure était calme. Son amie était repartie à Lyon pour une semaine. Et Anna s'y sentait enfin chez elle, seule mais solide. Un après-midi, elle retrouva une vieille boîte dans l'atelier. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées, écrites il y a des années, à un homme qu'elle avait aimé sans jamais le lui dire. Elle les relut toutes, les brûla ensuite dans le jardin. C'était symbolique, sans doute, mais surtout nécessaire. Elle écrivit ce soir-là à Elia, pas pour l'attendre, pour le laisser partir, s'il le fallait. Tu m'as regardé comme personne. Tu m'as vu là où je ne savais même pas être. Mais aujourd'hui, ce que je veux, ce n'est plus être vu, c'est voir, moi, le monde. Et toi, si tu es là, je ne suis plus une absence. Et je ne veux plus être la blessure de quelqu'un d'autre. Reviens si tu veux marcher, pas si tu veux t'accrocher. Je ne te sauve pas. Je t'accueille. Si tu viens entier. Elle déposa la lettre dans la boîte, comme toujours, et ce soir-là, elle dormit profondément, sans rêve, sans attente. Le lendemain matin, la lettre n'y était plus. Rien en échange. Pas encore. Et pourtant, elle sourit. 2 jours plus tard, un colis arriva. Sans nom, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une boîte en bois. Elle l'ouvrit. Un appareil photo argentique, ancien, magnifique.
Et un mot. Je ne veux plus te capturer. Je veux que tu regardes aussi. Si tu le veux, je suis là. Demain, 19 heures, maison vide, lumière douce, une chaise pour toi, une pour moi. Et ce qu'on saura construire à deux, pas à partir du manque, mais de ce qui reste quand on a tout brûlé. Elle referma la boîte, lentement, et elle sut qu'elle irait. Mais cette fois, elle n'allait pas vers lui. Elle avançait avec elle-même. Et c'était ça, la différence. Chapitre 14. Elle arriva à l'heure exacte. La porte était entr'ouverte, comme toujours. Mais ce jour-là, l'atmosphère dans la maison avait changé. L'air était plus clair, presque lavé. Les murs nus renvoyaient une lumière douce, filtrée par les rideaux fins. Le silence n'était plus celui de l'attente, mais de la préparation. Elia était là, assis à la table, les mains posées à plat devant lui. Il leva les yeux, doucement. Pas de geste brusque, pas de mots inutiles. Il la regarda comme on regarde une décision. Anna entra, ferma la porte derrière elle. Elle portait une robe simple, claire, sans artifice. Elle voulait qu'il la voie sans défense. Elle s'assit en face de lui. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis elle sortit l'appareil photo de la boîte. C'est beau, dit-elle. Il hocha la tête. Il a été à mon père. Je n'ai jamais pu m'en servir. Elle le tourna dans ses mains, le regarda avec attention. Et pourquoi maintenant? Parce que j'ai envie que tu cadres le monde avec ton regard, pas à travers moi, à travers toi. Elle ne répondit pas, mais un sourire léger traversa son visage. Tu veux que je photographie quoi? Ce que tu veux garder. Un silence. Elle leva les yeux vers lui. Alors je commencerai par toi. Il eut un souffle court, presque imperceptible, mais elle le vit. Elle prit l'appareil, se leva, le mit en joue. Il resta immobile. Elle le fixa à travers le viseur, mais ne déclencha pas. Pourquoi tu ne prends pas la photo? Demanda-t-il. Parce que tu ne me regardes pas vraiment. Tu poses. Il ferma les yeux, respira lentement. Et si je te montrais comment je suis? Quand je n'essaie pas d'être autre chose, alors je cliquerai. Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle vit alors n'était pas un homme. C'était une brèche. Un feu qui ne brûlait plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Une douleur transformée en calme. Un abandon. Elle appuya sur le déclencheur, et garda ce moment. Plus tard, ils s'assirent au sol, comme la première fois. Mais cette fois, sans crainte. Ils se racontèrent des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Pas des secrets spectaculaires. D'âmes souvenirs ordinaires, blessés, refoulés. Elle parla de son père, distant, qui ne la touchait jamais. Il parla de sa première nuit d'insomnie, enfant, où il avait cru qu'il allait disparaître. Et aujourd'hui? Demanda-t-elle. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas disparaître tant que quelqu'un me voit. Elle le regarda longuement. Puis dit, je ne veux plus que tu me regardes pour me sauver. Il acquiesça. Et moi, je ne veux plus être avec toi pour ne pas être seul. Ils restèrent ainsi, à reconstruire lentement une intimité fondée sur la parole. Les gestes viendraient. Plus tard, quand il y aurait plus de dettes, plus d'ombre. Avant de partir, Anna déposa une photo d'elle dans la bibliothèque. Pas une ancienne. Une prise le matin même par elle-même. Sans maquillage. Sans pose. Un autoportrait. Elle écrivit au dos « Je ne suis plus une image. Je suis une femme. Regarde-moi, mais ne me fiche pas. Je viens. Mais je suis entière. » Elia referma la porte après elle. Le cœur battant, mais stable. Pour la première fois, il sentait que ce qu'ils construisaient ne dépendait plus de ce qu'ils avaient perdu, mais de ce qu'ils acceptaient d'offrir. Sans peur. Chapitre 9. Le Polaroid resta près de son lit toute la journée. Elle n'osa pas le ranger. Il avait quelque chose de sacré. Pas tant pour l'image qu'il montrait, mais pour le regard qu'il portait. Il n'était pas flatteur. Il était vrai. Anna évita alors ce jour-là. Elle avait besoin de silence, d'introspection. Elle sortit, marcha, mais ne chercha pas Elia. Et pourtant, elle savait qu'il la verrait. Il la verrait toujours. Ce n'était plus une possibilité. C'était une certitude, ancrée au plus profond. Elle passa l'après-midi dans un petit parc. Assise sur un banc, un carnet sur les genoux, elle commença à écrire. Pas un roman, pas une lettre. Quelque chose de nouveau, comme une série de fragments, d'instantanés, d'âmes pensées, d'âmes images.
d'âme sensation, tout ce qu'elle ne savait pas dire à voix haute. Elle écrivait parfois: je me demande si ce que tu vois est moi, ou ce que tu veux voir, mais peut-être est-ce la même chose. Tu as réveillé en moi une présence, une urgence. Je ne sais pas si je dois t'en remercier ou te fuir. Et si tu me regardais disparaître, est-ce ce que tu continuerais à photographier? Mes fantômes? Quand elle releva les yeux, il était là, assis sur un autre banc, à une dizaine de mètres, un livre dans les mains, mais fermé. Il ne la regardait pas, pas encore, mais elle savait que tout en lui la sentait. Elle ne se leva pas, elle écrivit encore. Elle n'avait pas besoin de le rejoindre. Sa présence suffisait. Et puis il se leva, doucement, traversa l'allée, et s'arrêta devant elle. Elle leva les yeux. Il tendit la main. Elle la prit. Il ne dit rien. Ils quittèrent le parc, ensemble. Chez lui, cette fois, la lumière était différente, plus douce, moins tendue. Elle regarda les photos encore. Certaines avaient changé. De nouvelles étaient apparues, et parmi elles, une qui la figea. Elle. Mais pas dans la maison, ni dans le jardin. Une photo ancienne, d'elle adolescente, le visage fermé, lointain. Comment l'avait-il eu? Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-elle. Il sembla surpris, presque déstabilisé. Elle était dans une boîte, parmi d'autres. Je l'ai achetée dans un vide-grenier, il y a des mois. Je ne savais pas que c'était toi. Elle sentit quelque chose bouger en elle, lentement, comme une plaque tectonique. Et tu n'as pas fait le lien? Pas tout de suite. Je l'ai gardée parce qu'elle m'intriguait. Et quand je t'ai vu, j'ai compris. Mais je ne voulais pas que tu croies que... Il s'interrompit. Elle le fixa. Un frisson lui remonta la nuque. Que je faisais ça depuis toujours. Il baissa les yeux. Peut-être que si. Le silence fut immense. Une faille venait de s'ouvrir. Un vertige. Une peur. Mais pas la peur du danger. La peur de se reconnaître trop profondément dans l'autre. Est-ce ce que tu m'as cherché avant même de me connaître? Il releva les yeux. Je crois que... Je t'attendais. Elle resta là, debout, au milieu de la pièce, le cœur battant. Le passé, le présent, les coïncidences, tout s'entremêlait. Et une vérité émergeait lentement, ils ne s'étaient pas rencontrés par hasard. Quelque chose en eux s'était préparé à ce moment. Depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Mais à quel prix? Elle s'approcha de lui, le fixa, et dit: tu ne m'as pas choisi par accident. Il murmura, presque brisé: non. Mais je ne savais pas que tu serais réel. Et cette phrase simple, fragile suffit à faire tomber toutes ses défenses. Elle l'embrassa, doucement, pas par passion, par reconnaissance. Parce que malgré tout, malgré le trouble, malgré les ombres, elle était là, et lui aussi. Chapitre 10. Ils restèrent, longtemps enlacés, dans cette pièce saturée de souvenirs qui ne leur appartenaient pas tout à fait. Ce n'était pas un baiser de cinéma, ce n'était pas une explosion, c'était une sorte d'abandon mutuel, silencieux, dense, comme deux âmes se reconnaissant dans leurs débris respectifs. Anna ne voulait pas savoir l'heure, elle ne voulait pas savoir ce que signifiait ce qu'ils venaient de faire, elle voulait seulement que cela continue. Le trouble, la lenteur, cette tension muette entre eux qui les faisait respirer différemment. Elia passa sa main sur son visage comme s'il voulait en mémoriser chaque ligne. Tu as peur? Demanda-t-il. Elle hésita. Oui, mais pas de toi. De quoi alors? De ce que je deviens quand je suis avec toi. Il acquiesça, comme s'il comprenait exactement. Ils ne firent pas l'amour cette nuit-là. Ce qui se passa entre eux fut plus nu que cela. Une lente désintégration des défenses. Ils se touchèrent à peine, mais tout, dans leurs gestes, disait: je te laisse entrer. Et ce fut plus puissant que n'importe quelle possession. Au matin, elle était nue sous ses draps. Il l'avait regardée dormir, pas avec désir, avec gratitude, comme si sa présence à elle confirmait qu'il existait encore. Il se leva avant elle, prépara du café, laissa les fenêtres entr'ouvertes. Le silence du matin avait un goût de lendemain d'aveu. Tu veux savoir ce que je cache encore? Demanda-t-il, une tasse à la main. Elle s'assit dans le lit, les draps remontés contre sa poitrine. Elle ne répondit pas. Elle attendit. Il s'assit au bord du lit, son dos tourné. Puis, lentement, il parla. Il y a 6 ans, j'ai aimé une femme. Vraiment. Pour la première fois.
Je pensais que ça me sauverait. Mais elle est partie. Sans mots, comme ma mère. Et pendant des mois, j'ai cru que c'était moi, que j'avais quelque chose de brisé que les autres sentent. Il se tourna enfin vers elle. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai commencé à photographier les gens sans qu'ils sachent. Pas pour les voler, pour les comprendre, pour apprendre à les voir. Et un jour, il y avait toi. Et tu étais différente. Anna resta silencieuse. Elle se leva, enfila sa robe, puis s'approcha, doucement. Tu ne m'as pas choisi pour me remplacer. Il hocha la tête. Non, je t'ai choisi parce que tu ne ressembles à personne. Ils passèrent la journée ensemble, dans un équilibre fragile, une sorte de normalité, étrange qui n'en était pas une. Ils firent les courses, préparèrent un repas simple. Il y riait peu, mais ses regards étaient plus légers, moins en défense. Anna le voyait se détendre, s'ouvrir, mais dans la soirée, un message sur le téléphone d'Elia. Il le lut, se figea, et sans un mot, alla dans la pièce du fond. Anna attendit quelques minutes, puis le suivit. Il était assis à son bureau, le regard fixé sur une photo qu'elle ne connaissait pas. Qui est ce? Demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Elle s'appelle Jeanne, la femme d'il y a 6 ans. Il hocha la tête. Lentement. Elle m'a écrit. Qu'est-ce qu'elle veut? Il serra la mâchoire. Elle revient. Elle est à Paris. Et elle veut me voir. Un silence long, dense, inconfortable. Anna sentit une chose glaciale s'installer dans sa poitrine. Pas de jalousie, mais une peur sourde, comme si quelque chose allait lui être arraché avant même qu'elle ait pu le nommer. Et toi, tu veux la revoir? Il ne répondit pas. Et c'était une réponse. Anna recula, doucement, puis quitta la pièce sans bruit. Chapitre 7. Ils ne parlèrent presque pas, cette nuit-là, pas par gêne, mais parce que tout ce qui devait être dit se trouvait déjà dans l'air entre eux. Ils restèrent dans cette pièce au mur tapissé de visages d'Anna, 2 silhouettes, au bord de quelque chose d'indéfini, ni une chute, ni une élévation. Plutôt un point de rupture suspendu. Elia lui proposa un verre de vin. Elle accepta. Ils s'assirent au sol, dos contre le mur. Elle sentit sa chaleur tout près, la tension dans ses bras, son immobilité nerveuse. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il ne jouait aucun rôle. Il semblait même légèrement fragile, comme s'il n'avait jamais invité personne dans ce lieu. Elle se demanda combien de temps il avait attendu avant d'oser l'y faire entrer. « Tu photographies tous ceux que tu observes ?» demanda-t-elle finalement. Il secoua lentement la tête. « Non, jamais. Avant toi, je n'avais pas envie. » Elle le crut. Ils burent en silence. Elle sentait qu'il aurait pu la toucher à tout moment, qu'il en avait envie, mais il n'en faisait rien. Et ce refus ou cette retenue l'attirait plus que n'importe quel geste. « Qui était-elle » demanda-t-elle enfin, brisant le silence avec douceur. « La femme des lettres. » Il resta longtemps silencieux. « Je ne sais pas, dit-il. J'ai lu ces lettres après la mort de mon père. Il les avait cachées. Elles étaient enfermées dans un coffre, derrière une cloison. Il n'en avait jamais parlé. Et pourquoi elles t'obsèdent? Parce que leur douleur me ressemble. » Il écrivait comme un homme qui ne sait pas vivre dans le monde réel, comme s'il avait besoin d'un miroir pour exister. Anna sentit son cœur accélérer. Cette phrase, c'était elle aussi. Elle avait vécu tant d'années à travers le regard des autres, à chercher dans leurs yeux une forme de reflet, une justification. Elle se leva, fit lentement le tour de la pièce. Elle s'arrêta devant une photo en particulier, floue mais étrangement poignante. Elle y riait, mais ce rire ne lui semblait pas le sien. C'était un moment volé où elle s'était oubliée. « Est-ce ce que tu m'aimes » demanda-t-elle, sans se retourner. Un silence. Puis, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je te ressens plus que moi-même. Elle ferma les yeux. Cette réponse n'était pas une échappatoire. C'était un avenu, brut, comme tout en lui. Quand elle se retourna, il était debout, proche, leur visage à quelques centimètres. Son regard brillait d'une intensité sourde. Il leva la main, effleura son bras. Elle frissonna. Son contact était à peine perceptible. Mais l'effet fut total. Elle posa sa main sur sa nuque, lui sur sa hanche. Et ils restèrent là, figés, comme 2 aimants qui hésitent encore avant de se coller. Mais rien de plus. Pas encore. Le lendemain, elle se réveilla seule dans la maison.
Laure était partie tôt pour une exposition. Elle s'étira encore, empreinte du parfum d'Elia, de sa voix grave, de sa présence. Elle trouva une autre enveloppe, glissée sous la porte, plus épaisse. À l'intérieur, une lettre cette fois, longue, manuscrite, son écriture reconnaissable. Je t'écris, parce que je ne sais pas comment dire tout ça face à toi. Je ne te demande rien. Je veux simplement que tu saches. Quand je t'ai vu la première fois, ce n'est pas ton visage qui m'a frappé. C'était ton silence. Tu étais dans une maison pleine d'échos, mais tu faisais moins de bruit qu'un souffle. Et pourtant, tout en toi criait. Je me suis reconnu dans ce cri muet. Je n'ai jamais su aimer normalement. J'ai toujours eu peur de l'ordinaire. Toi, tu es le contraire de l'ordinaire. Tu es une faille vivante, une beauté qui ne se laisse pas posséder. Je te regarde depuis des semaines, pas pour t'enfermer, pour m'approcher, et maintenant que tu m'as vu, je ne sais plus quoi faire. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas, mais si tu restes, je te donnerai tout ce que j'ai, même ce que je cache encore. Elle relut la lettre plusieurs fois. Elle n'avait jamais reçu quelque chose d'aussi brut. Aucune déclaration d'amour ne l'avait jamais touchée ainsi, parce que ce n'en était pas une. C'était un acte de dépossession, un abandon. Et elle sut, alors, qu'elle n'avait plus de retour possible. Chapitre 8. La journée s'écoula sans qu'elle ne voie Elia. Mais il était partout, dans les murs, dans l'air, dans la peau qu'elle habitait mal, désormais. La lettre qu'elle avait lue était posée sur sa table de nuit comme une flamme encore vivante. Elle la relisait par fragments, au hasard, comme on relit une prophétie. La nuit venue, elle ne dormit pas. Elle resta allongée, immobile, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. D'âmes pensées confuses se mêlaient à ses souvenirs, à ses désirs. Le visage d'Elia, ses silences, ses lettres, sa présence. Et cette phrase, surtout tu es une faille vivante. Elle descendit à la cuisine au milieu de la nuit, prépara un thé, n'en but pas une goutte. Elle se sentait ailleurs, comme déplacée hors d'elle-même. Elle finit par ouvrir la porte et marcher dehors, pieds nus, sans veste. Le vent était froid, mais elle s'en moquait. Elle atteignit la rue. Aucun bruit, sauf un pas. Le sien? Non. Quelqu'un d'autre. Et puis, soudain, il était là. Pas une apparition, pas une surprise, comme une logique. Elia, adossé au mur de la maison en face, les bras croisés, le regard dans l'ombre. Il ne bougea pas. Elle s'approcha. Il ne dit rien. Elle non plus. Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur à travers le tissu. Lent, profond, il ferma les yeux, et elle sut qu'il la laisserait faire ce qu'elle voulait. Elle dit seulement « Viens ». Ils marchèrent, ensemble, sans se toucher, jusqu'à la maison. Elle n'alluma pas la lumière. Elle le guida jusqu'à l'étage, jusqu'à sa chambre, toujours sans mots. Et là, ils s'assirent l'un en face de l'autre. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elle acquiesça. Il se pencha, appuya ses coudes sur ses genoux. Quand j'avais 9 ans, ma mère est partie. Elle est sortie un matin, et elle n'est jamais revenue. Pas de lettres, pas de nouvelles, rien. Mon père a commencé à écrire peu après. Il n'écrivait jamais avant, et il a écrit des années durant, toujours à la même femme, toujours dans le silence. Elle l'écoutait, le souffle suspendu. Je crois qu'il écrivait à ma mère, ou à une image d'elle, ou à une autre. Je ne sais pas, mais je l'ai vu devenir un fantôme vivant. Il ne parlait plus, il ne regardait plus personne, il ne vivait que dans ses lettres. Et moi, j'ai grandi entre ses absences. Anna sentit une larme monter, sans débordement. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Je n'ai pas peur de ce que tu portes, Elia. J'ai peur de ce que ça réveille en moi. Il releva les yeux. Son regard avait changé, moins en tension, plus nu. Et qu'est-ce que ça réveille? Elle murmura l'envie d'être vue comme tu me vois, mais aussi la peur de disparaître sous ton regard. Ils restèrent ainsi, dans une proximité étrange, intime sans être charnelle. Son souffle effleurait ses lèvres. Elle le sentit trembler légèrement. Elle aurait pu l'embrasser. Elle aurait pu tout faire basculer. Mais elle ne fit rien. Et il comprit. Ce n'était pas encore le moment. Ils s'allongèrent l'un à côté de l'autre, sans se toucher. Leur corps, pourtant, semblait déjà parler. Au matin, ils n'étaient plus là.
Mais il avait laissé quelque chose sur l'oreiller, un polaroid. Flou, d'elle, endormie, paisible, belle. Il n'avait pas triché, il avait capté un instant réel, sans mise en scène. Et pour la première fois, elle se vit vraiment. Elle comprit alors que ce regard-là, elle ne pourrait plus s'en passer. Chapitre 5. Le matin se leva sur une ville étrange. Tout lui semblait légèrement décalé, comme si le monde avait glissé sur une autre fréquence. Anna errait dans sa propre peau, étrangère à elle-même. Il ne s'était rien passé, pas un geste, pas un baiser. Et pourtant, tout avait basculé. Elle rentra avant que Laure ne se réveille. Elle ne dit rien, prit une douche lente, presque rituelle, comme si l'eau pouvait effacer ce qui, pourtant, s'imprimait plus profondément. Ce n'était pas de la honte. C'était autre chose, un trouble qui lui appartenait, une transformation qu'elle n'avait pas choisie mais qu'elle n'aurait pas voulu éviter. Elle repensa aux lettres, à cette écriture nerveuse, passionnée, à la douleur palpable dans chaque phrase. Et surtout à cette phrase qu'elle n'avait pas pu oublier, si je ne peux pas t'avoir, je préfère me perdre. Qui était cette femme? Pourquoi Elia la gardait-il vivante à travers ces mots? Et surtout, pourquoi l'avait-il associée à elle? Elle s'assit sur le lit, encore humide de ses cheveux, ferma les yeux, elle se revit dans la pièce. Lui si proche, ses mots comme des entailles lentes, et cette brûlure douce qu'elle avait sentie monter en elle, presque malgré elle. Elle décida de ne pas y retourner ce jour-là. Elle voulait voir ce que l'absence ferait naître. Elle passa l'après-midi dans la bibliothèque, lisant sans lire, effleurant des phrases comme on frôle une peau trop sensible. Chaque mot semblait chargé de double sens. Chaque silence, une confession. En fin de journée, elle sortit. Pas pour le chercher, pour marcher, pour se retrouver. Mais à peine 2 rues plus loin, elle sentit qu'il était là, pas visible. Présent. Elle s'arrêta, se retourna. Rien. Mais elle savait. Le lendemain, il y eut une lettre. Pas chez elle, mais dans le roman qu'elle avait emprunté à la bibliothèque municipale. Glissé entre les pages. Ce n'était plus un hasard. Ce n'était plus un jeu. Ce que je ne peux te dire, je te l'écrirai. C'était sa voix, à lui. Elle la reconnaissait dans le rythme, dans le vide entre les lignes, dans la pudeur désespérée de celui qui brûle mais n'ose pas s'approcher. Elle rentra, s'enferma dans sa chambre, et écrivit, longtemps, pas pour lui répondre, pas encore, mais pour comprendre, mettre en mots ce qu'elle sentait glisser en elle, un mélange d'attraction, de peur, d'excitation, de douleur douce. Un appel. Elia n'était pas un homme ordinaire, il n'était pas simplement mystérieux, il portait en lui quelque chose d'inabouti, de fracturé, et c'est cela qu'elle reconnaissait. Elle aussi portait une faille, une absence, une faille qui, face à lui, se mettait à vibrer. Le soir, elle descendit à la cuisine. Laure était sortie. Elle alluma une bougie, s'assit seule, et il frappa. Un seul coup. Elle ouvrit. Il était là. Pas un mot. Il entra. Elle recula d'un pas. Il referma la porte. S'approcha. Je ne devrais pas être là. Elle répondit, et pourtant, tu es là. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se touchèrent pas. Ils se regardèrent. Longtemps. Puis il dit, tu veux connaître mon secret. Elle acquiesça. Sans peur. Il sortit une clé de sa poche, la déposa sur la table. Demain, à 19h, tu viendras. Seule. Elle prit la clé. Elle tremblait légèrement. Et si je ne viens pas? Alors tout s'arrête là. Puis il sortit. Sans se retourner. Encore. Anna resta debout un long moment, la clé dans la main. Lourde, froide, chargée. Demain, 19h. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait découvrir. Mais elle savait qu'elle irait. Chapitre 6. Toute la journée, Anna sentit la clé dans sa poche comme un poids réel, plus lourd qu'il ne devait l'être. Chaque geste, chaque parole échangée avec Laure paraissait lointaine, mécanique. Elle faisait semblant d'être présente, mais une partie d'elle était déjà ailleurs, dans cette pièce encore inconnue, dans le secret qu'Elia s'apprêtait à lui livrer. Elle ne posa aucune question, elle ne chercha pas à deviner. Elle voulait que ce soit brut, que cela la prenne par surprise, comme tout le reste. Quand le rapprocha, elle s'habilla lentement, pas pour séduire, pour se sentir solide, présente. Elle choisit une robe noire, simple, sans artifice,
quelque chose qui la recentrait sur elle-même. Puis elle marcha, lentement, vers l'adresse qu'elle avait déjà gravée en elle. La porte s'ouvrit sans bruit. Le couloir sentait la cire, la vieille pierre, l'air immobile. Elle monta les marches une à une, comme on avance dans un souvenir. Arrivée devant la porte, elle inséra la clé. La serrure tourna doucement. La pièce était dans la pénombre. Pas de lumière directe, juste des lampes à abat-jour, une atmosphère veloutée, feutrée, et un parfum subtil cuir, papier ancien, quelque chose d'intime. Il n'était pas là, ou plutôt, il l'était déjà. Dame photo, dame design, sur les murs, au sol, sur la table basse, tout en noir et blanc, toute d'elle, pas volée, non, observée, capturée, à distance, mais avec une précision presque amoureuse. Elle dans le jardin, elle lisant, elle riant, seule, parfois de dos, parfois presque floue, mais toujours, toujours elle. Elle resta un long moment debout, à les regarder, pas choquée, fascinée, bouleversée. Il ne s'agissait pas de surveillance, il s'agissait d'obsession, d'un regard qui avait choisi de la voir quand elle ne se voyait plus elle-même. Une enveloppe l'attendait, posée sur un coussin. Elle l'ouvrit. Tu es venu, je le savais, mais je voulais que tu voies d'abord, que tu comprennes. Ce que tu représentes pour moi n'est pas une idée, c'est une évidence, une brûlure, une mémoire que je n'ai jamais eue et que tu me rends. Je suis désolée si cela t'effraie, mais je n'ai pas d'autre langage, pas d'autre moyen. Elle referma les yeux. Ce qu'elle ressentait n'était pas clair, c'était mêlé de vertige, de tendresse, d'un trouble sourd. Il l'avait vue sans filtre, il l'avait possédée du regard, sans jamais l'avoir touchée, et ce qui l'ébranlait le plus, c'était qu'elle en voulait plus. Alors seulement, elle le sentit, derrière elle, sans bruit. Elle ne se retourna pas tout de suite. Il murmura, ce n'est pas une galerie, c'est ma façon de survivre. Elle fit volte-face. Il était là, dans l'ombre, vêtu de noir. Son visage, tendu, mais ses yeux, brûlants. Elle le fixa, puis demanda calmement: Tu me suivais depuis combien de temps? Il hésita, puis répondit: Depuis la première fois où je t'ai vu dans cette maison. Je pensais que ce serait passager, une fascination, mais ce n'est pas passé. Elle s'approcha, à 2 pas de lui. Leur souffle se mêlait. Pourquoi moi? Il ferma les yeux, puis dit, comme une prière: Parce que tu ressembles à l'idée que je me faisais de la liberté, et ça me rend fou. Le silence s'étira. Anna leva la main, l'effleura, juste, la mâchoire. Sa peau était chaude. Elle sentit un frisson le traverser. Alors sois fou, murmura-t-elle, mais pas seule. Il posa son front contre le sien. Et dans cette proximité, elle comprit que tout venait de basculer à nouveau. Ce n'était pas de l'amour, c'était plus cru, plus nu, une vérité qui ne se déguisait plus. Ils étaient 2 êtres cassés, s'accrochant l'un à l'autre comme on s'accroche à une corde dans la nuit. Chapitre 3. Les jours suivants s'étirèrent comme un drap humide qu'on ne parvient pas à sécher. Chaque instant semblait contenir un secret. Chaque objet dans la maison devenait un témoin silencieux de quelque chose qui ne voulait pas encore se révéler. Anna avait renoncé à l'idée de comprendre. À quoi bon chercher des réponses quand ce qui la troublait la plus profondément était peut-être cette absence de logique, ce besoin d'être vue, non pas admirée, mais perçue, intimement, brutalement, entièrement. Elle continua de marcher, tous les jours, à des heures changeantes. Elle croyait le chercher. En vérité, elle se cherchait à travers lui. Ce qui l'éveillait, ce qu'il faisait remonter à la surface, ce qu'aucun autre regard, aucune autre présence, n'avait jamais osé réveiller. Un après-midi, alors qu'elle contournait une rue où elle n'avait jamais marché auparavant, elle le vit. À quelques mètres, assis à la terrasse d'un café discret, un livre à la main. Il leva les yeux, lentement, comme s'il savait déjà qu'elle serait là. Elle s'arrêta. Ils se regardèrent longuement, au milieu du monde. Elle sentit ses mains trembler légèrement, son souffle se faire plus court. Il referma le livre, se leva, laissa quelques pièces sur la table, et sans mot s'éloigna. Pas un regard en arrière, comme une invitation muette: Suis-moi, si tu l'oses. Et elle osa. Ils marchèrent, elle quelques mètres derrière, rue après rue, sans jamais qu'il se retourne.
jusqu'à un petit immeuble discret, presque abandonné. Il poussa la porte d'un escalier usé, monta. Elle hésita, puis monta à son tour. À l'étage, une porte entrebâillée. Il ne l'attendait pas derrière. Il était plus loin, dans la pièce, assis dans un fauteuil, face à la fenêtre. Il ne dit rien. Elle entra, ferma la porte derrière elle. Le silence était si dense qu'il semblait habiter. Elle avança, pas à pas, jusqu'à sentir sa présence tout près, sans même qu'il ait bougé. Il ne se retourna pas, mais il parla, enfin, une seule phrase. « Tu n'as pas fui ». Elle resta immobile, et murmura, presque malgré elle et toi, « Tu savais que je viendrais ». Il se leva alors, se tourna vers elle, et cette fois elle vit ce que jusqu'à présent il avait dissimulé, une douleur dans le regard, une blessure ancienne, mais pas refermée, et en même temps un désir brut, non pas sexuel ou pas seulement, quelque chose de plus dangereux, le besoin d'emprise, ou peut-être celui d'être dévoré. Un battement s'éleva dans sa poitrine, pas de peur, mais l'intuition que tout basculait. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Il fit un pas vers elle, puis un autre. Il s'arrêta juste avant de la toucher. Ses yeux s'accrochèrent aux siens. Elle sentit la tension dans son propre corps, une attente, impossible à nommer. Il leva la main, effleura une mèche de ses cheveux, puis la retira aussitôt, comme s'il l'avait déjà trop dit. « Il faut que tu comprennes », commença-t-il avant de se taire. Elle attendit, mais rien ne vint. Il se détourna, regarda par la fenêtre. « Ce que tu as vu n'est pas ce que je montre aux autres. » Elle s'approcha, senta son souffle, léger mais irrégulier. « Et ce que je ressens, dit-elle à voix basse, je ne l'ai jamais ressenti non plus. » Ce fut comme un pacte. Pas d'aveu, pas de geste clair, mais un accord tacite, une ligne franchie sans bruit. Ils restèrent ainsi, immobiles, dans ce vieux salon aux murs écaillés, comme deux éclats d'un même miroir. Et le monde extérieur, pour un temps, cessa d'exister. Chapitre 4. Les jours reprirent, mais rien n'était comme avant. Quelque chose entre eux s'était noué dans le silence de cette pièce oubliée. Ni Anna ni lui n'avaient prononcé les mots attendus. Mais parfois, les silences sont plus puissants que les aveux. Il s'appelait Elia. Elle l'avait su sans avoir besoin de le demander. Il avait dit son prénom en quittant la pièce, comme on laisse une trace volontairement floue, et pourtant irrévocable. Elle n'avait pas répondu. Elle l'avait regardé partir, comme on retient un souffle. Depuis, elle sentait sa présence partout. Pas dans un sens mystique, non, plus concrètement. Elle reconnaissait désormais sa démarche, ses mouvements presque félins, le rythme particulier de ses silences. Il n'était pas un inconnu, mais il ne lui appartenait pas encore. Et peut-être ne le ferait-il jamais. La maison reprenait sa respiration autour d'elle. Les tableaux semblaient la scruter autrement. Les reflets dans les miroirs lui renvoyaient un visage à peine différent. Quelque chose avait changé dans ses traits, une tension nouvelle, une attente. Elia ne reparut pas pendant 3 jours, et ce silence la troubla plus que sa présence. Elle se surprenait à attendre un bruit, une ombre, une preuve de lui. Rien ne venait. Laure remarqua quelque chose. « Tu es ailleurs, Anna. Tu es habitée. » Anna sourit, mais ne répondit pas. Comment expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas? Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était une faille, une ouverture, quelque chose d'ancien qui cherchait à sortir. Le 4e jour, elle trouva sur son lit une feuille, pliée en 2. Pas une enveloppe cette fois. Un mot, une seule phrase, écrite à la main. Il y a des vérités qu'on ne peut affronter qu'à 2. Pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin. Elle sortit en fin de journée, sans but précis. Elle savait qu'il la verrait. Il la verrait toujours. C'était une certitude étrange, presque rassurante. Et en effet, il apparut, au coin d'une rue, comme une apparition logique. Ils marchèrent ensemble, cette fois, en silence d'abord. Puis il dit, presque à voix basse, « Je ne voulais pas que tu viennes ce jour-là. » Elle ne répondit pas. Il continua, « Mais je ne voulais pas que tu partes non plus. » Ils marchèrent encore. Puis il s'arrêta devant une porte. Une autre maison, différente, plus ancienne encore. Il l'ouvrit.
Elle entra. Une odeur d'encre, de bois ciré, et de poussière savante. Un univers suspendu. Dame livre des objets, des fragments d'histoire. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'exécuta. Puis il s'installa en face d'elle, les mains jointes, le regard grave. Je veux te montrer quelque chose. Il sortit d'un tiroir une boîte, l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, jaunies, Dame Dizaine, toutes écrites de la même main. Elle les prit, en lut une. Une voix se forma dans sa tête, comme si le texte se lisait tout seul. Dame mot d'amour, d'un homme à une femme. Ou peut-être l'inverse. C'était trouble, ambigu, déchirant. Elles sont de mon père, dit Elia, à quelqu'un qu'on ne m'a jamais présenté. Une femme dont je ne sais presque rien. Mais ces lettres, elles sont devenues mon seul héritage. Anna leva les yeux vers lui. Pourquoi me les montrer? Il la fixa, sans détour. Parce que tu ressembles à elle. À ce que je m'imagine d'elle. Pas physiquement, mais dans le regard, dans l'absence, dans la façon de disparaître tout en étant là. Elle ne sut quoi dire. Le silence s'installa à nouveau, mais c'était un silence chargé. Un fil invisible s'était tendu entre eux, et elle savait que le moindre mouvement pouvait faire éclater l'équilibre. Il se leva, fit le tour de la table, s'arrêta derrière elle. Elle sentit son souffle, proche. Son cœur battait plus vite. Il ne la toucha pas. Il murmura, « Ce n'est pas ton corps que je veux. C'est ta vérité. Et elle me fait peur. » Elle se retourna, lentement, et répondit, « Moi aussi. » Ils restèrent ainsi, face à face. Une tension immense, contenue, un désir suspendu. Et pourtant, personne ne bougea. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle ne resta pas non plus. Elle erra dans les rues, le cœur bousculé, le corps tendu, l'esprit ailleurs. Ce qu'elle avait vu dans ses yeux, ce qu'il avait dit, ce qu'elle avait ressenti. Tout cela formait une vérité encore informe, mais puissante et inéluctable.